Ce soir, une fois de plus, on a le plaisir de recevoir Maurice Contant, qui va nous entretenir du corps absent dans la relation à l'autre, du corps absent pour soi. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps? En fait, je vais un petit peu commencer par un certain nombre de questions, parce que c'est compliqué le corps. Quand on dit le corps, à quoi on se réfère? Alors, est-ce que c'est le soma? Et même si on dit le soma, là aussi, à partir du soma, à quoi on se réfère? À ces manifestations? Comment définir justement les fonctions de relation qui sont propres au corps, les fonctions viscérales qui sont propres au corps, les fonctions du sensible et de l'esprit qui sont propres au corps? Et le corps également, comment il est façonné? Par l'environnement, par la culture, par la langue que l'on parle. Et enfin, la question qui nous intéresse ici tout le temps, c'est qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade également? Alors, c'est vrai qu'on peut penser le corps comme dans la psychanalyse, mais comme la psychanalyse nous le propose, mais il me semble qu'il serait dommageable de réduire toutes ces questions à cette simple dimension psychosexuelle de type énergétique, basée sur les notions de libido, basée sur les notions de pulsion, basée sur les notions de narcissisme. Et de conclure, à partir de cette base, effectivement, que tout état de désintrication pulsionnelle, et notamment la désintrication entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, peut mettre en danger les fonctions psychiques et somatiques. Voilà pourquoi la réponse à toutes ces questions mérite d'élargir la réflexion et d'englober, au fond, comme on le fait un peu ici, tous ces processus internes au psychisme, et on doit reconnaître effectivement ce coup de génie à Freud, c'est que ces processus internes, c'est vrai qu'ils existent, mais on peut les élargir à l'aide d'un concept qui est moins structurel, plus dynamique, plus fonctionnel, comme la vie elle-même, c'est celui de la relation a priori, et qui, elle, va s'ouvrir sur cette idée de l'unité sur laquelle on a beaucoup travaillé, sur l'unité, sur la globalité du fonctionnement humain, à travers toute, je dirais, la possibilité de rassembler d'ailleurs toutes ces questions, et nous proposer justement, à travers cette diversité relationnelle, cette notion d'unité. Et à partir de là, on peut donc effectivement aussi concevoir que nous sommes des êtres de relation, et que, au fond, de concevoir la relation en considérant que tout est relation. La fabrication de la matière, elle se fait par la relation. La fabrication du corps humain, elle se fait par la relation. Et on peut même associer que la fabrication matérielle comme humaine, elles sont interdépendantes depuis l'origine, et depuis l'origine également, depuis l'origine humaine également. Alors, avec le titre de Maurice Contant, ce qu'on va tenter d'entrevoir ici, c'est la relation psychosomatique, c'est-à-dire la relation entre tête et corps. Et on peut supposer, pour préserver cette notion d'unité, qu'il existe une conscience corporelle de nature et d'essence perceptive et physiologique, mais que celle-ci, elle est indissociable d'une conscience projective sous forme d'images et de représentations symboliques, verbales comme infraverbales. Et c'est ce dont il a été question tout le long de ce séminaire consacré à la relation. Alors la relation, elle existe dès le départ. Il y a beaucoup de théories de l'attachement qui soulignent que forcément l'autre est partie prenante du destin psychosomatique. Et en effet, cet autre est indispensable pour l'acquisition des apprentissages, de l'équilibre affectif de l'individu. C'est une évidence. On a développé ici 4 dimensions de la relation, constamment, je pense à tous les intervenants plus ou moins, entre ceux qui l'ont conceptualisé mais ceux qui en ont parlé de façon implicite, la relation avec le temps, la relation avec l'espace, la relation avec le rêve, la relation avec l'affect, qui est toujours, ces relations sont, si on regarde de très très près, elles sont toujours impliquées dans le déterminisme pathologique au sens large, tant somatique que psychique, et c'est elles qui créent justement des pathologies à la limite de menacer d'ailleurs l'identité du sujet. Alors je pense que ce soir tu vas nous donner
sorte d'exemple clinique précisément autour de cette problématique du corps, de la relation, mais de la relation à l'autre aussi. Eh bien, on t'écoute avec plaisir. Bonjour, donc bonsoir plutôt. Après cette présentation, je vais faire parler Sami Ali directement et après je parlerai à mon nom propre. D'accord. C'est en 92, lors de sa sortie de son livre « Le corps, l'espace et le temps », on m'avait demandé de l'interviewer pour une revue. Et voilà un petit peu ce qu'il me disait. Donc il me disait que à travers ce livre, les questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'un corps ? Qu'est-ce qu'un sujet ? Qu'est-ce qu'un objet ? Quelle est la relation à l'autre ? Alors, poursuivait en disant ce qui existe dès le départ, c'est la relation. Avant toute relation entre un sujet et objet, il y a relation entre un sujet qui reste à définir et un objet également à définir. Quand la mère est enceinte, ce qui existe d'emblée, c'est une relation. Si bien que les pathologies non relationnelles ne s'expliquent pas par un retour à un stade postulé de narcissisme primaire sans relation. La non-relation pathologique s'explique ainsi par une relation paradoxale à la mère qui a permis l'instauration d'une relation non relationnelle. À partir de là, le problème se pose en termes tout à fait nouveaux qui donnent la possibilité d'aborder autrement, sur le plan clinique, les pathologies non relationnelles. Celles-ci naissent dans des situations très difficiles que j'appelle situation d'impasse. Situation qui n'est pas exceptionnelle et qui souvent, mais pas exclusivement, peut prendre la forme d'une dépression maternelle, d'ailleurs susceptible d'entrer en rapport avec différentes formes de pathologies organiques. Paradoxalement, si l'impasse signifie qu'on est aux prises avec une situation sans issue, hormis l'impasse hystérique, c'est cette même relation qui devient le centre d'une nouvelle stratégie qui tend non pas à sortir de l'impasse, puisque par définition il n'y a pas de sortie, mais à transformer les termes de l'impasse de manière à la dissoudre, à défaut de pouvoir la résoudre. Voilà, donc c'est ce qu'il pouvait dire. J'ai tenu à commencer comme ça parce que je crois qu'il pose bien le problème. Ce que je voulais, en ces termes aussi de l'impasse. Je crois qu'on ne peut pas parler du corps. Le corps aussi peut être, à des moments donnés, une impasse entre le corps réel et le corps imaginaire. Donc, je vais donner la manière dont, pour moi, je définis le corps, et à la suite, je donnerai quelques vignettes cliniques. Il y a des cas dont j'ai déjà parlé, mais j'en ai parlé d'une manière longitudinale. J'ai repris quelques parties de ces cas pour éclairer un petit peu le propos sur le corps. Donc, évidemment, mes références sont très samialiennes, c'est mon travail du début et la formation que j'ai pu avoir avec Sami Ali, mais j'essaie aussi quelquefois de faire le lien avec la pensée winnicottienne. Donc si nous paraphrasons Winnicott, un corps n'existe pas en dehors d'une relation à un autre, qui en présente plusieurs autres. Le corps maternel convoque la figure paternelle, la lignée grand-parentale et la sexualité. Pour Sami Ali, avoir un corps, c'est avoir un espace et un temps et être en mesure de dire « je ». Nous avons ici 3 marqueurs de l'identité qui passent nécessairement par l'étayage sur le corps de l'adulte. Être soi, c'est primairement être l'autre à travers son visage, et l'échoïsation des éprouvés qu'il retourne au sujet, puis secondairement, être soi, c'est se différencier du corps maternel, se dégager d'une emprise première par un écart créateur, un jeu, une médiation qui transitionnise le lien. L'être soi corporel passe par les étapes qui consistent à se dire « je ne suis pas cela »,
une sorte d'identité en négatif, un dégagement, une décolonisation. Autrement dit, penser le corps consiste à se tourner vers le corps relationnel. Dès les premiers instants de notre vie, notre corps, dans sa réalité biologique, a été travaillé, transformé par la mère. Le corps relationnel est un corps biologique traité et interprété par la mère en fonction de la socioculture à laquelle elle participe. Que ce soit en ce qui concerne les rythmes, la nourriture, la balance du couple activité-passivité, la motricité, la sélection des canaux sensoriels privilégiés, notre corps est d'emblée façonné par notre mère. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de l'identité de devoir constater que c'est sur ce socle d'altérité que se constitue ce qui nous paraît comme la source fondatrice de notre identité. Donc le corps relationnel porte ainsi la marque de ces premiers échanges dont il est difficile de se séparer. Il est utile de montrer dans quelle mesure le corps de l'enfant et ses fonctionnements sont dépendants de l'appropriation que l'enfant fait de son propre corps, du vécu de sa possession et dépendant de la capacité à représenter les espaces et les rythmes du corps qui se construit dans le lien à l'objet maternel primaire, lequel est le premier interprète des états du corps du bébé. Pour Jean-Marie Gauthier, l'organisation corporelle de l'enfant est le reflet de l'organisation psychique de la mère en fonction des liens qu'elle établit avec sa mère et sa culture. Le corps équivaut à un contexte où l'objet maternel donne la possibilité au bébé de fonctionner dans la relation. Justement, première vignette clinique, on va voir le cas d'un enfant, Hector, qui est identifié à l'objet maternel. Et je pars de la rencontre avec les deux parents pour montrer le lien, justement, ce que j'ai pu ressentir, surtout au niveau corporel. Donc la mère, d'emblée, oppose à la représentation psychique l'appui sur le visuel et le sensoriel. Une mère, par ailleurs, qui se révélera très observatrice du fonctionnement corporel de son enfant. Ce qui frappe dans le discours parental, c'est la succession non consciente des positions contradictoires concernant leur fils. Il est décrit tantôt gentil, tantôt agité. Il nous embête la vie, quasiment dans la même phrase, sans que les parents perçoivent la moindre contradiction dans leur énoncé. La deuxième caractéristique du discours des parents, c'est la rupture vis-à-vis de la continuité émotionnelle. Cette rupture introduit une sorte de coq à l'âne qui oblige le thérapeute à suivre cette même modalité, comme probablement l'enfant a été conduit à suivre ces ruptures. Ce n'est que dans un deuxième temps que le thérapeute pourra pointer les paradoxes, mais dans un premier temps, il écoute le discours. L'autre caractéristique est l'absence totale de mise en lien des événements de vie. Cette absence de mise en lien et de relation causaliste devra être travaillée par le thérapeute pour aider les parents à élaborer la dynamique hystérico-pulsionnelle. Celle-ci peut être réalisée dans ce cas avec l'accompagnement du thérapeute. Alors, le premier entretien, ce qui se dégage du discours mimo-gesto-postural de ce couple, c'est l'opposition de style. En effet, la mère d'Hector, facilement débordée par ses émotions, avec un discours de type hémorragique qui se déverse dans la séance sans limite. Aux prises avec ce discours, la position empathique du thérapeute le conduit à accompagner les différents états émotionnels exprimés par la mère comme une sorte de coq à l'âne émotionnel. À l'opposé, le père, pour ne pas être débordé émotionnellement, intervient de manière rigide, comme pour stopper l'hémorragie dont il craint qu'elle le submerge. Le moment clé de cet entretien se situe autour de la grossesse.
À la question du thérapeute sur la grossesse, la mère commence par répondre que tout s'est bien passé. Mais à ce moment-là, son mari lui adresse une mimique désapprobatrice à laquelle elle répond « Il faut peut-être que j'en parle » et d'ajouter « Ce fut la grossesse la plus épouvantable. Je coupais le cordon avec maman. Elle n'était plus disponible pour nous. J'avais des problèmes de santé très douloureux. Je pleurais beaucoup, beaucoup quand il est né. C'était un bébé adorable qui ne faisait que dormir. Je pleurais beaucoup. Il a eu un éveil à la vie difficile. Je le portais contre moi tout le temps. Il a eu du mal à tenir sa tête. Il faut du temps pour lui. Il lui manque quelques mois, 9 mois peut-être. Je ne l'ai pas lâché, je l'ai sauvé, je le protège sans arrêt. À ce moment-là, au comble de l'émotion, le père intervient pour stopper l'hémorragie émotionnelle en disant « En géométrie, il est toujours au-dessus de la moyenne. » Donc, du point de vue identificatoire, on peut se représenter comment l'enfant, aux prises avec l'état dépressif de la mère, a été contraint à s'adapter afin de soutenir et d'empêcher son effondrement. Les je pleurais et je le tenais contre moi, je ne l'ai pas lâché, laisse entendre qu'elle a beaucoup soutenu l'enfant et qu'en même temps, elle a été beaucoup soutenue par lui. L'hypersomnie de l'enfant prend tout son sens dans ce contexte adaptatif vis-à-vis de la souffrance maternelle. Dormir pour ne pas solliciter la mère. L'intervention du père qui vise à arrêter l'hémorragie, qui semble l'atteindre lui aussi et le fragiliser, a été perçue par le thérapeute comme une phase à respecter dans cette première séquence pour ne pas fragiliser l'équilibre du couple. Autre élément important de cet entretien, il s'agit d'étudier le statut de la sensorialité. Outre la labilité émotionnelle, la mère d'Hector est une personne qui s'appuie sur ses ressentis perceptivo-sensoriels, comme pour se donner une sensation identitaire. Elle mime avec son corps les attitudes corporelles de son fils pendant qu'elle le décrit. Ainsi, dit-elle, il a du mal à se concentrer, toujours en mouvement. Sa concentration se fait à partir du sensoriel. Il a besoin de toucher. Pendant qu'elle parle, elle touche elle-même des objets, la chaise, le fauteuil. Elle a besoin d'être en contact permanent avec les objets. Elle signale par ailleurs qu'il est toujours en perte d'équilibre. Dans des positions instables, par exemple assis en tailleur sur sa chaise pour manger. Cette recherche permanente d'équilibre instable ayant pour objet de stimuler en permanence la rééquilibration par voie sensorielle. J'avais présenté ce cas pour présenter l'enfant que j'ai suivi, qui est un enfant qui était réputé hyperactif. Ce qui est intéressant, c'est ce que moi j'ai pu ressentir du point de vue corporel, du point de vue perceptif, du point de vue sensoriel, à travers ce premier entretien avec cette mère et ce père. Ce qui est aussi important, c'est que ses parents avaient beaucoup de mal, et là je me réfère beaucoup à Jean-Marie Gauthier, qui a beaucoup travaillé avec Semmiali et qui a écrit de nombreux ouvrages de pédopsychiatrie, et qui donne toute son importance au récit, et justement au niveau de la temporalité, quel récit les parents font de l'histoire de l'enfant. Et là, ce n'était pas un récit, c'était des éléments éparpillés, et le thérapeute, dans ces cas-là, comme vous êtes sûrement habitués pour des problématiques psychosomatiques, c'est nous qui sommes obligés de refaire, de relier les éléments entre eux, de poser des questions pour que tout ça tienne. Là encore, j'en parlerai tout à l'heure, le thérapeute, ils ont besoin d'un surmoi corporel qui les aide à se repérer dans l'espace et dans le temps. Parce que et c'était le cas pour cet enfant et pour ce couple de parents. Excusez-moi, je probablement vous avez déjà dit, mais quel âge a-t-il cet enfant?
Quand je l'ai vu, il avait 4 ans. Donc au niveau de ces premiers liens mère-enfant, qui sont presque au départ biologiques, parce que les recherches en neurobiologie sur les rythmes corporels mère-bébé montrent que la dyade, dès avant la naissance, s'accorde biologiquement. On observe par exemple un accordage des rythmes oniriques de chacun de manière progressive jusqu'à rêver en même temps et pour une durée similaire. Après la naissance, cette rythmicité onirique conjointe se poursuit tout le temps que dure l'allaitement. Elle assure les premiers linéaments de la séparation en présence de l'autre grâce aux phases de présence et de retrait. Le fond de MEMT assure une prévisibilité de la relation sur laquelle le bébé peut s'appuyer pour se sécuriser. Si l'autre est un même empathique, il est prévisible, et le bébé qui s'attend précisément à trouver du même au dehors se sent ainsi progressivement porté par une omnipotence, un moi idéalisé. L'autre soi-même assure l'illusion nécessaire pour un temps donné de cette omnipotence. On saisit ainsi que, par exemple, se sentir est le reflet de la manière dont le sujet s'est senti être ressenti. Toute la sensorialité, tous les flux sensoriels sont concernés par cette dynamique et aboutissent à une consensualité. Donc il faut envisager la relation mère-bébé, il faut envisager que cette relation mère-bébé soit le moteur d'un rassemblement plurimodal dans un espace-temps d'attention conjointe. Qu'en est-il maintenant de la sensorialité, de la motricité dans les conjonctures cliniques qui nous occupent? Dans ces cas, la sensorimotricité ne semble plus portée par des éléments relationnels. Il n'y a pas de motricité relationnelle, elle semble se limiter au seul objet de sensation qu'elle procure au sujet, même si nous savons par ailleurs que cette sensation se soutenait d'une recherche identitaire. Force est de constater qu'il s'agit d'une véritable césure action-représentation au profit d'un processus plus archaïque, sens-action, sens S-E-N-S, action. Dans ce cas de figure, on peut affirmer qu'il s'agira d'une motricité privée, c'est-à-dire une motricité au service de l'évacuation de l'attention sur un fond d'analité primaire de recherche de sensations à travers l'action, différente de la recherche de représentation à travers l'action. La pente naturelle que nous propose ce type de pathologie, c'est d'isoler la motricité de la clinique du sens, de la relation d'objet, et de considérer que ces troubles font partie d'un ensemble répertorié dans le concept de dyspraxie ou de trouble de la fonction exécutive. En ce qui nous concerne, il s'agira de réinscrire les troubles de la motricité ou de la sensorimotricité dans la dimension relationnelle dont ils paraissent exclus, mais qu'ils convoquent à leur insu. La clinique dont il est question, à travers les dépendances psychiques, est une clinique de l'impasse, ce qui signifie en priorité que nous devons nous interroger sur la place et le fonctionnement du paradoxe et de la contradiction dans la psyché et le corps du patient, ainsi que dans la situation thérapeutique. Il nous paraît indispensable, chaque fois que se pose de manière différente la question de la somatisation, de considérer simultanément le fonctionnement et la situation conflictuelle dans laquelle on est pris et qui s'approche ou qui s'éloigne de l'impasse. Celle-ci est une situation d'enlisement sans issue
dont la structure logique du fait qu'elle implique la contradiction rend le conflit rigoureusement insoluble. Toute solution se détruisant elle-même et ramenant constamment au point de départ. Les rêves doivent être envisagés dans cette nouvelle perspective. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans ces conjonctures cliniques, nous sommes frappés en particulier par le rapport particulier qu'entretiennent les patients avec l'action. En effet, l'action dans laquelle le patient est engagé perd sa dimension réflexive, sa dimension relationnelle. En cela, on peut définir comme un acte hors sujet, hors du sujet. Un acte qui s'inscrit hors de la psyché du sujet. Il ne se rend pas présent à l'action qu'il accomplit. Autrement dit, selon Winnicott, il ne met pas l'action au présent du moi. La célèbre formule de Jean-Didier Vincent de représente action n'est plus valide dans ce cas. Concrètement, ces enfants, aux prises avec une série de comportements jugés répréhensibles par l'environnement familial ou scolaire, ne parvient pas à s'approprier subjectivement les actes dont il est l'auteur. Il ne parvient pas non plus à organiser une causalité psychique à ces actes, si bien qu'il ne peut que se référer à ce qui lui est renvoyé de la conséquence de ces actes. Bien souvent, cette conséquence se traduit par des remises en cause par l'entourage et des sanctions. Cet ensemble de réactions de l'environnement est souvent ressenti comme une injustice et peut s'accompagner d'un sentiment de persécution. Il s'agit bien là d'un clivage corps-psyché au cours duquel l'acte est du côté du corps, hors de toute représentation, et du côté de ce que nous avons appelé le double externe non intériorisé. Néanmoins, cet ensemble comportemental va déterminer une pseudo-identité issue de l'observation fournie par l'environnement. Il s'agit d'une identité fortement persécutoire. Par exemple, Anthony, 12 ans, qui décrit une situation conflictuelle avec une enseignante. Je suis arrivé en classe et la prof de français m'a dit « Tu ne rentres pas dans la classe, tu notes le sujet de l'exercice et tu vas le composer dans la pièce à côté. » Et ensuite, elle a convoqué mes parents au collège. Dans ce cas, aucune causalité psychique n'a pu être établie par Anthony, ce qui rend l'attitude de l'enseignante totalement incompréhensible à ses yeux et le place en position d'enfant persécuté. Le même enfant, dans une autre circonstance, mais celle-là le met en relation avec son père, sera en mesure de mieux préciser ce qu'il en est de ses comportements. À partir du terme de vaporeux, dans lequel son père inscrit ses comportements, il va être en mesure de reprendre à son compte une série d'attitudes plus constructives pour lui. Il peut ainsi se reconnaître dans une série d'actions qui se succèdent, mais qu'il ne parvient pas à mener à bien les unes par rapport aux autres. Dans cette deuxième exemple, dans cette deuxième phase, même si l'identification narcissique à l'environnement reste prévalente, puisque c'est le père qui définit l'identité d'appoint de l'enfant, il lui est néanmoins possible de construire un ensemble processuel dans lequel il se reconnaît. C'est un petit peu pareil pour une autre vignette qui dit que c'est Madame G, 40 ans, que l'on pourrait aussi qualifier d'hyperactive, qui répète séance après séance la rencontre avec un objet non satisfait
où sont mis finalement en perspective trois personnages, son thérapeute, son conjoint et la relation maternelle initiale. Elle décrit comment le fait de retrouver son conjoint chaque jour représente une inquiétude majeure selon qu'elle va percevoir chez lui une forme d'accueil, de disponibilité et de réceptivité dont les conséquences vont s'avérer dramatiques pour la suite de la soirée. Elle anticipe négativement cette rencontre, à charge pour lui d'y apporter un démenti. Dans le cas de Madame G, toute différence est ressentie comme indifférence. L'élaboration de cette question va se faire en deux temps, l'une historique, portant sur le lien à la rencontre avec la figure maternelle jamais satisfaite, et l'autre dans l'analyse de l'actuel de la rencontre avec le thérapeute, perçue comme une figure hostile dans le transfert au même titre que les deux personnages centraux. Hostilité qui se caractérise essentiellement avec son corps, par les expressions mimiques et la posture, et exclusivement dans le trajet de la salle d'attente jusqu'au bureau du thérapeute, pour se dissoudre dans un soulagement une fois installé dans le fauteuil, en face à face avec lui. La recherche initiale du traumatisme cède une fois la rencontre passée, favorisée par l'accueil chaleureux et classique du thérapeute. Le second point important à souligner chez cette personne est celui de l'angoisse de la séparation-différenciation. Chaque changement l'inquiète, chaque changement d'espace et temporel. Par exemple, elle décrit un moment particulièrement, dit-elle, traumatique, lié à la reprise de son activité professionnelle après les vacances. Dans ce cas-là, elle se met à s'agiter dans la maison, exigeant de chaque membre de la famille qu'il procède au rangement des effets personnels, s'astreignant elle-même à ce rangement. Elle éprouve un grand désarroi face à son inefficacité qui est renforcée par l'inertie que lui opposent les membres de la famille. À ce moment-là, elle dit éprouver des sensations essentiellement corporelles, fourmillement de tout le corps, dont l'intensité s'accroît au fil du temps et qui vont ensuite s'accompagner d'un état de colère majeure et de reproches violents adressés à sa famille. Je le disais tout à l'heure, et c'est Sami Ali qui le précise, le rêve se constitue en tant que pensée de l'imaginaire, expression hautement paradoxale, puisque la pensée exclut la contradiction que l'imaginaire inclut. Donc c'est une manière d'approcher le corps imaginaire, chez des personnes justement où le devant de la scène est pris dans le corps réel. C'est l'exemple de Monsieur D, qui présente des épisodes de vertige sans substrat organique et sans lien de causalité avec des états anxieux, se présente comme suit. Avant de vous rencontrer, je faisais 3 ou 4 examens par semaine, chaque fois déçu parce qu'il n'y avait rien. Quand j'étais petit, je regardais sans arrêt mon corps. Je me trouvais toujours quelque chose, comme pour me dire « il y a un problème ». Mais le docteur a trouvé que je n'avais rien et il m'a dit de vous voir. Il ne se souvient pas de ses rêves, sauf un cauchemar très ancien qui n'est pas revenu récemment. Il est dans une voiture, elle est conduite par quelqu'un d'autre, mais quelquefois c'est lui qui conduit avec quelqu'un à ses côtés, il ne sait pas qui c'est. Mais la voiture prend des risques, roule très vite, sur des routes tortueuses. Il est réveillé par un risque de chute dans un ravin. Ce rêve, qui est déjà transférentiel, même s'il précède la relation avec le thérapeute, concerne aussi la relation globale que le sujet entretient avec son environnement, la crainte en général qu'il ressent partout.
Le fait de relater ce rêve-programme, réactualise la situation qui va se rejouer avec le thérapeute. S'il se relâche, il y a danger de mort. Il faut donc rester tendu. L'affect se développe dans une situation conflictuelle et passe par la tension musculaire. Lâcher le contrôle musculaire entraîne un risque de se tuer et de perdre l'autre, un risque d'abandon, de perte. Il y a sans doute une angoisse de perte de la mère. Se relâcher est égal à perdre la mère. Il décrit sa vie par ailleurs sans problème, se qualifiant même de privilégié professionnellement et affectivement. Tout va bien. C'est le tout va bien de Sami Ali. Tout va bien hormis ses vertiges. Petit à petit, cette absence de problème vont émerger des questionnements. Il se trouve dans l'impossibilité de faire des choix, obligé en cela de faire des liens affectifs avec deux personnes en même temps qu'il ne distingue guère dans leur identité respective. Il dit « ma femme et l'autre femme ». Cette problématique du double se répercute à toutes les relations d'objets. À la suite d'un retard imprévu, d'un de mes retards imprévus lors d'une séance, les modalités anxieuses de la relation se transfèrent dans la séance sous forme de vertige, traduisant un premier mouvement de différenciation non perçu par lui comme angoisse. En face à face, il me dira qu'il aura remarqué des modifications. Le thérapeute aura remarqué des modifications dans son attitude mimo-gesto-posturale, visage très figé, nuque raide, corps tendu penché en avant. Et je lui demanderai comment il se sent. Il me dira « je ne vous vois plus, j'ai des vertiges, ça tourne ». La différenciation crée transférentiellement des vertiges sans perception de l'angoisse. À la séance suivante, il évoquera un rêve, un tout premier, où en arrivant en séance, à laquelle son thérapeute est absent, il sera reçu par l'associé de celui-ci. Pour la première fois, émerge dans le rêve une angoisse de perte qui va se résoudre en partie par le fait d'être reçu par un autre thérapeute qui représente le double de substitution mais étranger. Une angoisse de dépersonnalisation se fait jour et est liée à l'identification contradictoire à deux visages différents, figurant peut-être l'angoisse du 8e mois. Ainsi s'amorce un travail de différenciation par le biais du rêve, dans lequel la contradiction peut être intégrée et l'objet trouvé créé. Donc le rêve est un moyen de pointer la contradiction et de rassembler différents éléments de l'impasse, mais il n'est pas toujours accessible pour ce type de patient. Il nous faut donc élaborer d'autres modes d'approche thérapeutique en vue de mettre en évidence des éléments contradictoires non intégrés par le moi du patient, éléments dont le thérapeute fait partie. L'étape préalable serait de mettre en place la problématique du double qui doit passer par l'acceptation par le thérapeute d'être perçu comme identique par le patient. Cette phase plus ou moins longue est nécessaire à la mise en place du processus thérapeutique proprement dit. Il doit se maintenir jusqu'à ce que le patient estime avoir fait le tour de ce qu'il avait à énoncer de lui-même. Ce double narcissique favorise l'instauration de l'identique porté par le moi du sujet et va permettre l'ouverture à un double dont la particularité est d'être le même et d'être autre. L'enjeu ici, c'est la continuité psychique et somatique du patient qui a besoin de penser une identité de fonctionnement entre lui et le thérapeute pour pouvoir continuer à penser. C'est-à-dire pour pouvoir continuer à faire des liens, autrement dit, à penser les pensées. Dans cette thérapeutique, on passe d'un pôle de double restrictif à un pôle approximatif amodal qui favorise l'insertion d'un sujet, autre sujet. L'idée générale, c'est que dans un système fermé, il sera impérieux de trouver comment ouvrir, mettre en jeu
qui permet in fine l'insertion d'un autre, de l'autre, donc d'un tiers. Je vais reprendre le cas dont j'ai parlé, mais d'une manière longitudinale, de Natacha, qui est une enfant de 9 ans, hyperactive, allergique, avec des crises de somnambulisme et des angoisses nocturnes, ainsi que des troubles importants du sommeil, tels que endormissement difficile, réveil nocturne fréquent, qui sont accompagnés de cris nécessitant la présence des parents pour la calmer. Pas de souvenirs oniriques. L'enfant dit ne pas se souvenir de ses rêves. L'absence de souvenirs de rêve ne permet pas au trauma de se diluer dans la production onirique. À la faveur d'un travail corporel initié par elle, elle demande au thérapeute de faire un jeu à base d'imitation d'attitude, de posture et de mimique. Il se prolonge ici la problématique du double externe non intégré. Dans le but de soutenir l'identification projective adaptative convoquée par le mouvement régressif de la thérapie, le thérapeute lui propose de prolonger ce jeu à travers une inversion de rôle. Au jeu des identifications, elle peut ainsi reprendre et faire vivre par retournement au thérapeute ce qu'elle vit et qui est le problème pour lequel elle vient, la difficulté de choisir la droite ou la gauche de sa main pour écrire. Le choix de la main d'écriture, dans ce cas, constitue un renoncement, donc une perte d'objet au profit d'un objet spécifique. À la suite de ces séances corporelles, Natacha va se souvenir d'un rêve d'essence traumatique dans lequel le thérapeute réalise le meurtre de son père. C'est le premier rêve transférentiel. Sa pulsion agressive se manifeste par le biais du thérapeute et fait suite au jeu d'inversion de rôle. Ce rêve la réveille et ses cris mobilisent toute la famille autour d'elle. En retour, elle reçoit des réprimandes paternelles excédées par son agitation diurne et nocturne. À partir de ce moment-là, la même série de rêves va apparaître dans laquelle la thématique de la mort et de la perte demeure toujours présente, mettant en scène les deux parents, dans un premier temps, ce qui va la réveiller à nouveau. Simultanément, dans les séances, se poursuit un jeu d'inversion des rôles dans laquelle elle peut commencer à jouer et elle laisse émerger des pulsions agressives refoulées et elle est dirigée vers l'objet thérapeute. Elle joue le rôle d'une orthophoniste sévère qui sanctionne les maladresses de l'enfant jusqu'au sadisme. À la suite de cette séquence, un nouveau rêve apparaît qui décrit la mort accidentelle d'un ami du père d'une chute de vélo, événement qui s'est réellement produit. De la même manière, en séance, l'enfant, par le biais du jeu d'identification, trouve un espace pour mobiliser son agressivité. Elle l'expérimente dans la relation ou dans le transfert par retournement, déplaçant la relation vécue en séance de rééducation avec son orthophoniste dans laquelle elle se sent persécutée. Elle transfère ce sadisme sur son thérapeute, ce qui lui permet de s'identifier à la capacité du thérapeute à supporter cette agressivité et donc à étayer son masochisme. Le mouvement qui s'amorce est celui d'un double externe perceptif à un double interne introjecté. Au préalable, avec ce type de patients qui présentent leur souffrance sous forme d'un comportement, il s'agira de créer une interaction, étape préliminaire indispensable pour instaurer un lien sécure et favoriser l'intersubjectivité. Le lien sécure s'entend dans la prévisibilité de l'objet thérapeute. Il est prévisible s'il est suffisamment malléable, vivant, créatif, transformable, mais pas destructible, pouvant être touché affectivement sans exercer de rétorsion ou d'évitement. Dans ces conditions, l'interaction fait place à l'intersubjectif qui ouvre à la dynamique intrapsychique
en passant par l'autosubjectivité. Je ne vais pas plus avant là-dessus parce que c'est des choses sur lesquelles je suis intervenu autour du jeu chez l'enfant. Donc peut-être que je vais terminer, après on va peut-être échanger. J'avais envie de vous parler aussi de la relaxation psychosomatique. Je sais qu'il y a des spécialistes ici déjà qui pourront intervenir aussi. Alors, je crois que justement cela incite à repenser des techniques comme la relaxation. En fait, dans cette relaxation psychosomatique, le problème n'est pas tant d'apprendre aux gens à se relaxer, mais de se demander pourquoi il y a cette difficulté à se relaxer. Cela m'a amené à envisager une pathologie propre au rythme corporel, une pathologie qui, au point de vue du temps, correspond et reproduit la pathologie du plaquage au point de vue de l'espace. Car il y a des gens qui se trouvent tout d'un coup dépossédés d'eux-mêmes, pris dans une entreprise professionnelle ou personnelle qui ne leur laisse pas de temps, surtout pas de temps pour rêver, juste le temps pour travailler. Une fois de plus, c'est une pathologie liée au surmoi corporel qui entrave et dérègle les rythmes biologiques. Je crois qu'il est important de montrer comment une telle pathologie est impensable dans n'importe quel schéma diagnostique actuel disponible, puisqu'elle ne se rencontre chez des gens qui psychologiquement ne souffrent que du temps. Aucune symptomatologie névrotique ou psychotique décelable, mais par contre des malaises organiques ou des symptômes corporels non spécifiques qui néanmoins ne se révèlent pas de la conversion hystérique. Globalement, ce sont des gens qui réussissent leur vie professionnelle et sont à l'aise dans leurs rôles sociaux. Parfaitement adaptés, ils n'ont jamais rêvé, ne rêvent plus, ou bien ce sont des rêves de travail. Cette emprise du surmoi corporel modifie l'activité du rêve en même temps que tout fonctionnement psychosomatique. Les rêves reproduisant la réalité ne sont pourtant pas, comme le dit Marty, des rêves non élaborés. Ce sont plutôt des rêves professionnels, programmés par le surmoi. On n'a pas le droit de rêver, sauf pour rêver qu'on ne rêve pas, qu'on ne décolle pas de la seule réalité à laquelle on a droit. Reproduire la réalité dans le rêve est une expression trompeuse, car toutes les choses que nous faisons dans une journée, pourquoi précisément les gestes utilitaires à finalité professionnelle? Sans une censure interne, d'autres gestes associés au plaisir peuvent figurer dans le rêve. Mais cette censure, qui au moment où on se détend, impose encore de travailler. Dès lors, les rêves de travail sont de structure complexe, mais qui ne cadrent pas avec le schéma freudien. Car ce qui tombe sous le coup de la censure n'est pas un contenu onirique quelconque, mais toute la fonction du rêve. Celle-ci, en se conformant aux exigences du surmoi, laisse s'élaborer des rêves qui, par leur insistance sur la réalité, s'avèrent l'équivalent de l'insomnie. De toute façon, la théorie freudienne, qui fait du rêve le gardien du sommeil, n'exprime qu'une de ses fonctions. En prenant en considération les rêves programmés par le surmoi, on est surpris par la diversité des fonctions du rêve qui, là aussi, incite à repenser toute la théorie, c'est ce que fait Samieli, toute la théorie des rêves. J'insiste là-dessus, c'est une chose il y a pas longtemps que j'ai écrit, parce que c'est vraiment des patients qu'on voit de plus en plus, ces patients qui sont dans cet activisme et qui effectivement tout va bien, sauf qu'il y a des symptômes somatiques qui apparaissent, et donc on ne peut pas faire du diagnostic autour de troubles névrotiques ou psychotiques, et ils sont en état progressivement d'épuisement. Mais on voit bien que c'est une problématique qui touche le corps et qui touche le temps,
Et puis l'espace aussi, parce qu'ils ont des activités professionnelles qui sont souvent bien cadrées par leur agenda, par les gens qui sont autour d'eux, qui jouent le rôle un peu de GPS de leur vie. Voilà, d'autres choses sur la relaxation, mais peut-être en répondant à des questions, je vais peut-être m'arrêter là. Oui, parce que tu voulais dire quoi à propos de la relaxation? C'est-à-dire prendre en compte cette capacité à se détendre ou à modifier le rythme? Oui. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. C'est dans les échanges qu'on peut avoir avec le patient et bon, j'ai plusieurs cas de présentation de cas, mais et aussi de mettre un cadre contenant. J'ai l'exemple d'un adolescent pour lequel il a été nécessaire, comme on fait quelquefois dans le travail avec des psychotiques, de mettre une couverture ou de mettre un drap. Et c'est à partir de ce moment où un contenant au corps, une seconde peau a été mise en place, que des rêves ont pu émerger. Donc c'est un ado allergique et du coup des crises très très fortes allergiques ont cédé. De la même manière, c'est un autre cas où ça a permis, c'est une autre adolescente qui a problème alimentaire, du comportement alimentaire, une obésité, et qui venait me voir en disant je veux réfléchir sur mon corps, mais se rendant compte que son corps, elle n'en avait aucune conscience. Et même le travail de relaxation, purement d'être allongé, de repérer les points d'appui et de repérer... tout ça était très difficile pour elle. Et ça, le travail a émergé, quelque chose a émergé, pas à partir d'un rêve, les rêves sont apparus, mais d'abord par une sensation. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait souvent besoin de garder quelque chose dans sa bouche et est revenu un souvenir où, au moment de quitter sa mère pour aller à l'école, sa mère achetait un pain au chocolat et il lui est revenu dans sa bouche le goût de ce pain au chocolat. Et donc à partir de là, ont pu émerger des rêves. Un des premiers rêves a été, elle a rêvé, c'était une brique de rêve qu'elle a pu capter. Elle se promenait avec son chien et elle est très attachée à ce chien. Et ce chien s'échappait et elle était très inquiète. Elle s'est même réveillée, donc c'était un cauchemar parce qu'elle allait le perdre. Deuxième rêve aussi intéressant, c'est qu'elle rêve qu'elle est donc dans sa chambre et elle est moitié endormie, mais elle voit sa mère arriver, elle voit sa mère qui lui prend son manteau, qui met son manteau et qui par-dessus son manteau de cette fille met le sien par-dessus. Donc question aussi de peau là et puis de seconde peau et comment la mère inclut sa fille, inclusion réciproque là. Oui, on est surpris justement, c'est souvent des patients qui sont adressés parce qu'ils ont quelquefois démarré un travail psy et qui n'a rien donné et qui, à mon avis, au contraire, a pu aggraver les choses parce que souvent ils ont pu être certains dans un état, on les laissait d'une certaine manière tomber parce qu'on vous écoute et de temps en temps, souvent certains ils me disaient rien, ils n'intervenaient pas, il n'y avait pas d'échange possible, alors que effectivement avec ce type de personnalité et de patient, il faut je trouve, si vous avez l'occasion, autant il y a des choses critiquables chez Marty, mais de voir des vidéos de Marty
recevant des patients, c'est extraordinaire. La manière contenante qu'il a et la manière d'échange qu'il a avec les patients. Je trouve que ça, c'est intéressant à voir. Oui, intéressant. Oui. Donc c'était beaucoup la relation. Oui, oui. Il crée justement la relation et elle est très corporelle parce que on sent quelque chose on le sent impliqué corporellement dans ce. Oui. C'est important de terminer sur ces notions de pathologie de la temporalité et ces problématiques liées au rythme de vie, au rythme corporel. C'est vrai que c'est très souvent sous-estimé et c'est pourtant, je dirais, l'origine. Et effectivement, c'est pas forcément toujours symptomatique. C'est-à-dire, on n'a pas forcément là affaire, je dirais, à des hyper-constructions névrotiques ou de défense ou de symptômes. Et c'est souvent des gens qui arrivent là par épuisement. D'ailleurs, ceux qui sont aussi bien, je dirais, tributaires de ce fameux surmoi et de cette obligation, que ceux qui n'ont pas du tout de surmoi d'ailleurs et qui sont complètement largués dans le temps. Ça les épuise tout autant. C'est un peu la même chose. Mais c'est souvent ce qui fait le lit après de pathologies qui vont se complexifier. Et pourtant, c'est au départ un problème de temporalité. Mais je crois que oui, c'est un peu ça. C'est une question majeure, et aussi bien par rapport aux maladies somatiques strictement parlant, que par rapport aux pathologies psychiques ou mentales. Et effectivement, ça peut, au fond, je dirais, cibler et l'un et l'autre, et souvent les deux, du même coup. En tout cas, ça commence souvent par le corps et ça finit par le psychisme. Et quand ça a effectivement à voir avec le psychisme, ça aussi, ça finit par, je dirais, le corps. Mais je pense que c'est très très important, ces notions de temporalité, d'espace également. Oui, ça a été dit maintes reprises ici, c'est que là aussi, l'espace aussi est important et le fait de demander à la personne comment elle se situe. Oui, comment ces notions d'espace, comment la reconnaissance de la droite et la gauche. Alors c'est vrai que Sami Ali, je me rappelle que de nombreuses années quand on le faisait venir à Nice, au milieu des psys classiques et qui disaient que justement, il demande à ses patients s'ils reconnaissent la droite et la gauche, il fait un petit test même. On le prenait un petit peu comme un fou, un petit peu, se disant mais c'est pas possible. Et aussi la manière dont le patient s'est débrouillé pour arriver où il s'est perdu souvent. Il appelle en disant exactement quelle rue c'est. Et il faut effectivement peut-être approfondir ce genre de questions parce que très souvent l'adaptation fait que la problématique droite-gauche ou la problématique spatiale n'apparaît pas. Ouais. C'est ça qui est important surtout parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut demander des problèmes s'ils ont des problèmes d'organisation d'espace, de latéralité. Ils vont dire non. Parce qu'il y a souvent une adaptation forcenée. Qui finalement, je dirais, va répondre à tout type de situation. Et c'est là où c'est important quand on voit qu'on va un petit peu avec le travail d'élaboration amener la personne justement à tenter de se représenter lui-même ou de se représenter ses propres actions ou ses propres demandes ou désirs, etc. Là, l'imaginaire, à partir du moment où ça infiltre, je dirais, alors là, on voit à ce moment-là des difficultés, effectivement, de latéralité, de latéralisation. Et c'est aussi souvent dans des circonstances inhabituelles que ça apparaît. Ah non, je connais très bien à droite à gauche, mais quelquefois, il m'arrive en voiture ou avec l'interphone, ou des choses comme ça. Et c'est des moments très particuliers, en fait.
Oui, la reconnaissance de la droite et de la gauche, et puis cette notion de réversibilité aussi, qui c'est Oui. se reconnaître Oui, soi, oui, sur et, soi, et sur pas le- en double, Oui, un double narcissique de l'autre. Donc, oui. Mhm. mais effectivement, surtout avec actuellement toutes Oui, oui. les rééducations presque orthopédiques qu'il y a, même chez l'enfant, il faut une analyse très fine pour repérer ce type de difficultés, parce les enfants ont des trucs, Oui. comme dit Samiali, des trucs adaptatifs qui renforcent. Ils trouvent des thérapeutes qui sont leur surmoi corporel et qui leur donnent des trucs pour se repérer, mais ils sont repérés du dehors par quelqu'un qui leur donne, et pas en interne. Mais c'est visible également dans la façon dont ils vont se déplacer dans le cabinet, ou s'asseoir, ou s'allonger. Alors ils peuvent dire non, on n'a pas de problème d'espace, de temps, mais la façon dont la personne va s'asseoir, ou la personne va s'allonger, par exemple sur un divan, alors on va s'apercevoir là des difficultés ou des montages très très compliqués quand il s'agit de s'allonger, par exemple. Ouais. Alors, les gens vont tout à fait au bout du divan pour après glisser petit à petit et remonter pour trouver le juste milieu du divan. Alors c'est pas du tout, je dirais, évalué comme ça d'emblée spontanément, où on vient s'asseoir, tac, on trouve direct la place de son corps. Ouais. Il y a une espèce de tâtonnement comme ça, et qui fait qu'à la fin on se cale. Mais c'est fait avec de multiples hésitations et sans arrêt des réévaluations de sa position. Ouais. Et ça se passe aussi bien pour s'asseoir que pour sortir, que pour... Et tout ça, il faut être très attentif. Il y a les gens qui viennent un certain nombre de fois dans le cabinet ou qui se trompent de porte, qui vont tout à fait de l'autre côté, et qui m'ont dit non, j'ai pas de problème dans l'orientation de l'espace. Alors c'est l'occasion de dire ah bon, quelque chose comme ça. Oui. En tout cas, merci Maurice. C'est très intéressant, et où on voit aussi que les problématiques auxquelles tu fais allusion, c'est toujours cette dissociation corps-esprit, c'est toujours cette dissociation représentation-affect. C'est toujours cette dissociation. Bon, c'est intéressant de ce que tu as pu dire aussi sur la motricité. C'est important de voir ces gens qui sont comme ça, pas forcément maniaques, pas forcément, je dirais, dans des états d'excitation, mais qui sont sans cesse en mouvement, qui sont perdus même dans leur mouvement, et qui bougent sans cesse, et qui hésitent à dire ceci ou cela, et qui changent, et qui sont dans la phrase d'après ou dans la phrase d'avant, ou qui veulent terminer alors que c'est trop tard, on a fini de parler de ça. C'est très important. Tout ça, c'est des références, je dirais, toujours au spatio-temporel, et y compris ce que tu disais du discours, qui est éclaté comme s'il n'y avait pas d'ordre. C'est la même chose, c'est la même désorganisation spatiale. Comme si on passe de coq à l'âne, on discute de ceci, puis on se retrouve à parler de cela. On s'est perdu. Des questions, des réactions? Est-ce que vous pourriez développer l'utilisation du jeu, de l'inversion des rôles? Comment vous le mettez en pratique? Comment ça se produit? Je sais bien que chaque fois, Oui, là c'était, je le fais pas à chaque fois. Oui. Oui, là c'était avec. J'imagine bien, mais quand vous le faites, finalement, qu'est-ce qui vous amène à le faire et comment vous le pratiquez, comment vous le dites aux patients, comment vous le mettez en place? D'abord, ça se fait par une imitation. Avant d'inverser les rôles, on s'imite. Ça, c'est avec des enfants surtout. Oui, bien sûr. Donc on s'imite, c'est une imitation. Inversion des rôles, alors, qu'est-ce que vous appelez inversion des rôles? Ça peut être ce que. Là, c'était des cas que je suivais en psychomotricité, c'est-à-dire que l'enfant devient le thérapeute. Voilà, c'est ça. Carrément. C'est pas seulement reprendre ce que l'enfant. D'abord, ça se fait avec des gestes, et puis après, ça devient aussi la personne elle-même. Et alors, vous lui dites, maintenant, tu es un thérapeute, comment vous faites
Oh ben, oui, et puis ça va c'est un jeu qui marche bien, hein, il n'y a pas de souci. Ils sont... Oui. Mais qu'est-ce que ça représente la place du thérapeute pour l'enfant? Qu'est-ce qu'il ça m'intrigue. Ouais. Oui. Bon, c'est un peu comme le théâtre, c'est-à-dire quand on joue, enfin quand on est comédien, qu'on joue le personnage, alors c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir affaire à cette différence en étant précisément dans la peau de l'autre. C'est-à-dire au fond, c'est un peu la même chose, parce que c'est-à-dire tu deviens maintenant le thérapeute, il va jouer effectivement un personnage, et c'est de cet intérieur qui va saisir la différence qui peut exister entre lui, je dirais, et l'autre. On joue avec les enfants, effectivement, on a un rôle, ils nous donnent un rôle, eux ils jouent un autre rôle, Mais on n'est ça, pas thérapeute, ça on peut changer de rôle. Il faut le faire quand c'est déjà assez... Justement, quand on est rentré dans du jeu au sens de Winnicott, du playing, c'est-à-dire que l'enfant il sait bien faire semblant aussi. Et puis, moi, c'est une inspiration psychodramatique, ça, parce que en psychodrame, on peut faire ça. Hein, ça arrive que on demande. Et j'ai pu faire du psychodrame individuel où il y a plusieurs thérapeutes et avec des ados. Oui, dans le psychodrame, ça fait vraiment partie de... Oui, mais c'est cette inspiration-là. Mais c'est aussi quelque chose qui est venu. Je le pratique, c'est avec Natacha. Je crois pas que je le pratique pas régulièrement. C'est venu et c'est... Oui, mais il me semble que effectivement c'est toujours positif. D'ailleurs, les gens qui font du théâtre comme ça sans aller faire des thérapies, c'est un peu aussi autour de ces questions-là. C'est-à-dire se représenter l'autre étranger à l'intérieur de soi-même, c'est côtoyer quand même quelque chose de la différence et déjà d'avoir une distance avec soi-même et donc de tenter de se représenter l'étranger. Ouais. Alors, forcément, hein, c'est tout un travail à la fois de projection et c'est aussi une obligation de poser je dirais la différence parce qu'il part d'une réalité la sienne en principe, hein, même si c'est le théâtre. Donc moi je le vois un peu comme ça. Et puis ce qui s'est passé, je me rappelle maintenant, parce que je vous dis c'était assez ancien, ça a démarré et elle me demande pourquoi tu viens ici. Et donc moi en doublure, je lui dis je viens parce que je sais pas quelle main choisir, la droite ou la gauche. Elle me dit faut arrêter ces histoires maintenant, il faut faire comme tout le monde, il faut que ce soit la droite. Et à travers ça, elle me disait aussi ce qu'on lui dit, ce que son environnement lui disait par rapport à ce symptôme-là. Parce que bien sûr, si on joue le thérapeute, mais on joue à travers le symptôme pour lequel, pour elle, c'était vraiment un problème. Choisir la droite ou la gauche. Sa grand-mère voulait qu'elle soit gauchère, sa grand-mère maternelle, et puis à l'école on voulait qu'elle soit droitière, donc il y avait chacun qui mettait c'était très conflictuel, et elle n'arrivait pas à faire de choix. Oui, c'est une bonne technique parce que ça lui permet en même temps de donner des réponses qui la concernent. Oui. C'est-à-dire en fait, à partir du moment où elle se déplace dans l'image, dans le personnage de l'autre, qui reprend ton introduction d'ailleurs, tu as très bien dit sous cette forme. C'est d'abord le double et c'est après le double différencié. Oui. Mais il y a aussi vraiment à travailler autour de ce double. Et ça m'était vraiment jamais arrivé, mais un patient que je recevais pour la première fois, qui m'a demandé mais pourquoi ils ne sont pas pareils, les deux fauteuils. Le vôtre est plus haut et là aussi, on n'est pas identiques. Et il plaçait ça, et en plaçant ça, que ça pouvait le gêner, qu'il y ait une différence. D'emblée, dans la séance, il plaçait le problème aussi de la différenciation et du double. Donc il y a à travailler aussi autour de ça avec lui, déjà d'emblée.
Cette phrase, elle m'a interpellé, je sais pas, enfin, le traumatisme se dilue dans l'activité onirique. Ouais. Comment tu vois ça? Je suis curieux de... Ben, on trouve quand même des résolutions. Oui. Et oui, parce que justement, le traumatisme... À travers les, je sais pas si tu le fais, mais à travers les cauchemars aussi, Oui, c'est ça. où je demande de trouver une autre, comme dans les films américains, une bonne fin, comment on pourrait... Oui, et ça, on voit que ça permet un peu ça que tu cette proposes, d'accord. Intéressant. dissolution. Ouais, ouais. Et ça, c'est aussi Sami Ali qui Ouais, proposait ça aussi. C'est très intéressant. très intéressant. Parce que sinon, on sort pas de... Il y a aussi une série de cauchemars et on a du mal à... Ouais. Et là, c'est presque... Là, on peut jouer presque au squiggle avec... c'est-à-dire, on peut proposer un peu... Et si ça pouvait se terminer comme ça? Et s'il y avait... Donc, il y a un peu de moi, un peu de toi, et commence à y avoir de la relation à travers quelque chose un cauchemar qui est traumatique. Ouais. Et on a l'impression que ça se dilue. Après, il peut y avoir des rêves qui s'élaborent et qui peuvent nous aider à avancer encore dans le... D'autres réactions? Là aussi où j'étais, en relisant justement Sami Ali avec, il parle de pathologie non relationnelle et je me rappelais plus de ça. Oui. Parce que dans ses derniers textes, il en parle moins comme ça. Mais là, c'était vraiment. Oui, oui. Mais toujours dans son idée que la non-relation, c'est une relation. Oui, c'est aussi une relation. Parce que la relation est d'emblée, en fait. C'est-à-dire qu'elle est, à partir du moment où tu es vivant, tu es en relation. Oui, bien sûr. Je n'ai pas beaucoup insisté aussi sur tout ce qui concerne la motricité et par rapport aux troubles des enfants actuels, avec ce dyspraxie où maintenant il n'y a plus grand chose à faire. C'est très difficile d'intervenir parce que c'est vraiment une symptomatologie où justement on enlève le sens. Oui. On enlève la relation. C'est-à-dire que... Oui. Donc il est de plus en plus difficile de travailler. C'est maintenant des ergothérapeutes ou des psychomotriciens cognitivo-comportementaux qui agissent. Direct. Parce qu'en plus, je pense que du coup, les parents comprennent mal qu'on puisse prendre les choses autrement. Oui. Par des parents informés qui ont été adressés par d'autres thérapeutes qui sont au courant. Oui, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Ouais. C'est ça surtout. On revient sur le temps et sur la société. Alors tout ce que Sami Ali a écrit sur le corps, dans Corps réel, corps imaginaire, sur la psychomotricité, c'est difficilement... on ne peut pas travailler, on ne peut plus travailler. Donc peut-être en position de psychologue, en travaillant, déjà, on vient voir un psychologue pour ces difficultés-là, donc c'est déjà différent. Mais en tant que psychomotricien, on demande des résultats rapides, parce que de toute façon, c'est une rééducation. C'est des rééducations. Et c'est beaucoup de protocoles. Oui. Oui, de même que l'hyperactivité, ce que je notais sur l'aspect persécutoire, ça pourrait être pris autrement en compte par le milieu scolaire et par justement s'il pourrait y avoir des... Mais là c'est pareil, de plus en plus c'est quand même le traitement chimiothérapique qui prime et qui est demandé par les écoles directement. Ah oui. C'est eux qui font le diagnostic et
presque le traitement, ils demandent juste qu'il y ait un médecin qui veuille bien, hospitalier, qui veuille bien. Oui, parce que c'est toujours prescrit qu'en milieu hospitalier. Au départ, oui. Au départ, Oui. c'est ça. Oui. Et après, oui. Et maintenant, justement, par rapport peut-être à ces personnalités que j'ai décrites, qui ont des problématiques au niveau du temps, qui sont aussi des hyperactifs, venant des États-Unis, on va traiter les adultes de la même manière. Ça commence d'ailleurs, Ouais. en France. Il y a d'autres thérapeutes qui ne sont pas forcément psychosomaticiens, mais qui travaillent d'une manière intéressante ce travail sur le corps et sur la relaxation. C'est comme Duparc, Oui. qui a une manière aussi intéressante sur le... Puis souvent, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment l'importance de lire Jean-Marie Gaultier, qui, effectivement, c'est lui qui est, à travers le premier livre qu'il a écrit sur l'enfant malade de la peau, justement, parle beaucoup du temps, de la temporalité. De l'anorexie aussi comme une pathologie du temps aussi. Oui, anorexie, boulimie, tout ça, c'est une pathologie de la temporalité. Le cancer aussi. Hein. Oui, oui. Merci. Merci en tout cas. Alors, la semaine prochaine, en principe, Madame Milazzo devrait présenter son travail qu'elle n'a pas pu présenter la semaine dernière. Donc, on attend une réponse de l'amphi, de la fac, pour voir si on peut avoir l'amphi le 23. On saura ça demain ou après-demain, donc vous serez informé par mail. Et sinon, au cas où, si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est moi qui terminerai, donc le 30, et je fais une espèce de conclusion, et j'aborderai précisément ces notions de traumatisme à travers une personne qui a été victime des attentats de Nice, et j'essaierai de faire un travail sur la névrose traumatique versus Samyadi, en travaillant sur le cauchemar, le rêve, etc., mais sans oublier la névrose traumatique de Freud. Donc,